L'avenue Frochot est une charmante impasse privée située dans le quartier de Pigalle, bordée d'hôtels particuliers où de prestigieux artistes ont élu domicile au cours du 19e et du 20e siècle. C'est au numéro 1 de cette impasse, d'après la légende, qu'une maison serait hantée. Il s'agirait de meurtres, de morts mystérieuses et tragiques, ou encore des départs soudains des résidents qui s'y seraient succédés. La nuit, en tendant l'oreille, on y entendrait de sinistres bruits. À l'origine de ces malheurs, l'assassinat dans l'escalier d'une femme de chambre à coups de tisonnier. Ces événements se seraient passés au début du XXe siècle, d'après la légende. Depuis ce drame, son esprit hanterait encore les lieux, et les propriétaires successifs auraient tous été victimes des tourments de la servante. Parmi eux, la chanteuse Sylvie Vartan, qui aurait acquis la demeure dans les années 70, mais qui n'y aurait finalement jamais emménagé pour une raison inconnue. Et ce, malgré son coup de foudre pour les lieux. Ensuite, un critique littéraire acheta cette maison et écrivit à son sujet: J'ai un peu l'impression de m'endetter pour acquérir mon tombeau gothique. Il mourut peu de temps après, paralysé dans son lit, tout comme l'un des propriétaires précédents. Le propriétaire suivant prit cette affaire très au sérieux et fit exorciser les lieux. L'opération semble avoir bien fonctionné, car le résident actuel n'a quant à lui pas encore rencontré le fantôme. C'est dans la rue la plus maudite de Paris, ayant déjà été le théâtre de faits divers très médiatisés, qu'au moins 3 événements distincts se sont produits en l'espace de 40 ans, et ce, à différents numéros de la rue Erlanger. Le premier incident notable est un incendie survenant en 2019 au numéro 17 qui a coûté la vie à 10 habitants. En 1981, un étudiant japonais de 32 ans attire Renée Hartevelt, une jeune étudiante néerlandaise de 24 ans, dans son studio aux 10 rue Erlanger. Ayant repoussé ses avances, elle succombera à une balle de carabine 22 long rifle dans la nuque. Le jeune étudiant profitera de son corps avant de la démembrer tout en la photographiant démembrée. Il finira par la cacher dans 2 valises et fera appel à un taxi pour les transporter dans un bois à proximité. En avril 1975, le chanteur Mike Brandt tombe du 6e étage d'un immeuble situé au 6 rue Erlanger, alors qu'il se trouvait chez une amie. Grièvement blessé à la tête, il décédera avant d'arriver à l'hôpital. Plusieurs hypothèses circuleront, mais d'après la famille du chanteur, ce dernier était dépressif et il a mis fin à ses jours. Le gibet de Montfaucon, situé actuellement dans le 10e arrondissement de Paris, était une construction gigantesque faite spécifiquement pour pendre les condamnés. Il se situait proche de la rue des Grands Jaubels. Au moment de son plus grand développement, soit au XVe siècle, il consistait en une construction massive offrant une plateforme sur laquelle étaient dressés des piliers entre lesquels les suppliciés étaient pendus. Cet endroit était par excellence le lieu, bien connu, pour exécuter les condamnés. À cette époque, il était situé loin de la civilisation, car Paris n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui. Il fut détruit en 1760. Il avait été dressé à la requête d'Enguerrand de Marigny, qui y fut lui-même pendu. Un tel monument, et les atrocités qui s'y sont perpétuées, ne s'effacent pas aisément de l'esprit des résidents actuels. La terreur qu'il générait hante toujours les alentours de manière palpable. Selon divers témoignages, des bruits de chaînes et des gémissements retentiraient encore aujourd'hui à l'emplacement de la potence. En 1896, soit près de 15 ans après la construction de l'opéra, un événement mystérieux s'est produit, donnant naissance à une légende urbaine. Un soir, un contrebassiste de l'orchestre de l'Opéra Garnier, nommé Charles Garnier, sans lien de parenté avec l'architecte du même nom, disparut de manière soudaine et inexpliquée pendant une représentation. Personne ne savait ce qui lui était arrivé et malgré les recherches, il ne fut jamais retrouvé. On raconte que certains membres de l'orchestre affirment avoir entendu des sons étranges dans les coulisses et les sous-sols de l'opéra pendant la période où Charles Garnier était porté disparu. Ces témoignages contribuèrent à nourrir la rumeur selon laquelle le fantôme d'un musicien hantait l'opéra. Des événements surnaturels survinrent. Le grand lustre s'effondra pendant une représentation, tuant une spectatrice et un machiniste
fut retrouvé pendu. La direction dut se rendre à l'évidence. Un fantôme ou un homme machiavélique, nommé Eric, hantait le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet être qui ne semblait pas vraiment humain. Peu après, les directeurs de l'opéra reçurent des demandes de 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'opéra qui exigeait également que la loge numéro 5 lui soit réservée. Au même moment, une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Daae, recueillie par la femme de son professeur de chant, fut appelée à remplacer une diva malade, la Carlotta. Cependant, elle était effrayée. Elle confia au vicomte Raoul de Chagny, qui était secrètement amoureux d'elle, une histoire incroyable. Selon elle, la nuit, une voix mélodieuse l'appelait. Elle entendait son nom et cela suffisait pour inspirer son chant. Elle affirma avoir entrevu l'être qui l'accompagnait dans son art. Mais Raoul et Christine ne tardèrent pas à découvrir que cette voix était celle du fameux fantôme nommé Eric, l'être au visage hideux, objet des rumeurs de l'opéra. D'après eux, le fantôme se serait réfugié dans son royaume souterrain, sous l'opéra, pour y composer une œuvre lyrique. Passionnément épris de la jeune Christine, il l'enleva et l'emprisonna dans son repère des sombres profondeurs. Raoul de Chagny, aidé d'un mystérieux persan, se lança à la recherche de la jeune femme. Il dut alors affronter une série de pièges diaboliques conçus par le fantôme, qui était grand maître des illusions. Mais la persévérance du jeune Raoul et le courage de Christine, prête à sacrifier sa vie pour le jeune homme, dont elle était également éprise, poussèrent Eric, le fantôme de l'opéra, à repentir. Cet événement a également contribué à renforcer le statut légendaire de l'Opéra Garnier comme un lieu où se mêlent art, mystère et imagination. En 1564, une reine de France, Catherine de Médicis, lança un projet pharaonique qui vise à transformer les fabriques de tuiles du bord de Seine en demeures royales. Elle nomma son palais les Tuileries, que l'on connaît actuellement. Avant la construction du palais des Tuileries, un petit homme rouge prévient l'astrologue de Catherine de Médicis en lui disant « La construction des Tuileries l'amènera à sa perte et que cette construction l'amènerait à mourir. » Peu de temps après la construction, elle vient y vivre. Par malheur, elle finit par le quitter après y avoir passé un séjour en horreur. Elle dit avoir vu un petit monstre au costume rouge, couleur sang, aux apparitions prophétiques qui rôdaient dans le palais. En plus, le petit monstre en question avait prédit sa mort près de Saint-Germain. À cause de cette prédiction, elle ne voulut plus jamais retourner aux alentours de Saint-Germain. Elle quitta le palais pour aller habiter à l'hôtel de Soissons. Par ailleurs, le destin finit par la rattraper parce que la personne qui l'assistait à son lit de mort se nommait Laurent de Saint-Germain. Après avoir demandé son nom, elle poussa son dernier cri et expira. L'homme rouge hanta la reine jusqu'à sa mort le 5 janvier 1589 à Blois. Depuis, le fantôme des Tuileries devint une terreur régnant dans le palais en annonçant toujours un drame. En 1791, au matin du 21 juin, lors du départ pour Varennes du couple royal Louis XVI et Marie-Antoinette, de nombreuses personnes affirmèrent avoir vu le fantôme des Tuileries couché sur le lit du roi. Une nuit de juillet 1792, l'homme rouge apparut debout au chevet de Marie-Antoinette. Cette apparition survint peu de temps après la chute de la monarchie et Marie-Antoinette sollicita l'aide du comte de Saint-Germain, un magicien de l'époque, pour la protéger du fantôme des Tuileries. Cependant, les formules magiques furent aucun effet, puisque le fantôme l'accompagna jusqu'à sa condamnation à mort en 1793. Depuis, le petit homme rouge ne cesse de réapparaître au Palais du Louvre et aux Tuileries avant chaque tragédie. Le 13 mai 1610, le petit homme rouge réapparut pendant le couronnement officiel de la reine Marie de Médicis à Saint-Denis. Le lendemain, pendant la nuit, il est réapparu au roi Henri IV, qui ne lui accordait aucune importance. Il mourut assassiné sous les coups de couteau de Ravaillac plus tard dans la nuit. De Versailles au champ de bataille, le spectre fit reparler de lui pendant le règne de Louis XIV. Le spectre visita le jeune roi quelques jours avant les troubles de la Fronde de 1648 à 1653. Des témoins déclarèrent avoir revu le fantôme en 1661 et plusieurs encore affirmèrent l'avoir vu le jour de la mort de Mazarin en 1715. La légende prit fin
lorsque la Commune de Paris décida d'incendier le palais des Tuileries en 1871. Le palais brûla avec ses deux ailes, le pavillon de Flore et de Marsan, pendant 3 jours et 3 nuits. Le palais ne vit jamais le XXe siècle, ses ruines ayant été abattues en 1883. La malédiction hanta les matériaux récupérables même après son incendie. Des pierres, des poutres et d'autres éléments décoratifs furent utilisés pour la construction d'un château sur l'île de Beauté. Malheureusement, le château connut un sort tragique, similaire à celui des Tuileries. Il brûla. C'est au cœur de l'île de la Cité, à l'angle de la rue des Marmousets, là où se dresse aujourd'hui l'Hôtel Dieu, que se seraient déroulés des crimes abominables de 1384 à 1387. Selon la légende, un barbier se chargeait d'égorger, de dépouiller et de dépecer ses victimes, souvent des étudiants du chapitre de Notre-Dame. Mais il ne s'arrêtait pas là, il envoyait ensuite la chair hachée par une trappe qui débouchait directement dans la cave de son voisin, qui lui était pâtissier et en faisait des pâtés de viande. Ces pâtés de viande, selon certains auteurs, auraient eu un véritable succès auprès des Parisiens. Il se dit même que le roi Charles VI en personne les appréciait beaucoup. Heureusement, la terrible entreprise des deux hommes fut découverte quand le chien d'une des victimes, un étudiant allemand du nom de Alaric, alerta par ses aboiements la maréchaussée et les voisins de la boutique du pâtissier. Les deux hommes, pris en flagrant délit, avouèrent leur crime et furent brûlés vifs dans des cages de fer près de la place de Grève le jour même de la sentence. Conformément à l'usage, la maison où les crimes eurent lieu fut rasée et une petite pyramide expiatoire fut construite jusqu'en 1536. Cette affaire criminelle fut relayée par plusieurs historiens, mais il n'existe pas de document officiel. Seule une chronique publiée en 1612 par un prieur de Saint-Germain-des-Prés, Jacques de Broglie, y fait référence. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de prochaines histoires. À bientôt!